Mon pouls battait lourdement dans mes oreilles, plus fort que la fureur du vent qui m'entourait. Une sueur tiède s'accumulait sous mes vêtements, piégée par la chaleur de mon manteau isolant. Pourtant, le froid me cinglait le visage, mordant la mince bande de peau exposée entre mon bonnet et mon masque. Une tempête s'annonçait à l'horizon. C'était tout ce dont on parlait au complexe depuis des jours. On disait que ce serait l'une des pires depuis des semaines. Mais c'était un système de classification difficile à suivre, étant donné que chaque tempête semblait identique en Antarctique. Des vents féroces, de fortes chutes de neige, des blocs de grêle aussi solides que des balles de golf. Le climat ici oscillait entre le tolérable et l'insupportable. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu. « Nolan ?» appela la voix du commandant dans le combiné fixé à mon épaule. « Du nouveau ?» J'observais la bande de toundra devant moi à travers mes jumelles. Le vent soulevait des bancs de neige qui balayèrent le ciel, une fine brume poudreuse semblable à une fumée blanche qui, en apparence, semblait inoffensive, peut-être même belle. Mais subir ces congères, sentir les grains de neige frapper ta peau, c'était comme si une lame effleurait ton épiderme. Quand soufflent les vents polaires, mieux vaut rester enfermé et attendre qu'ils passent. Malheureusement, nous n'avions pas vraiment le choix. Le commandement nous avait ordonné de sortir dans cette étendue blanche sans fin pour découvrir ce qui était arrivé aux employés de l'avant-poste Delta. En pratique, nous n'avions pas le droit de refuser, peu importe les conditions météorologiques. Au loin, au-delà des bourrasques, une série de petites cabanes s'étendait le long d'un terrain en pente. Elles étaient alignées d'est en ouest, espacées d'environ 1 kilomètre chacune. À peu près. Je pris le combiné et pressai le bouton d'émission avec mon pouce. « Je ne vois aucun signe de vie, mon commandant. Quelles sont vos instructions ?»« Restez en position, » répondit-il. « On arrive bientôt. » Je repliai mes jumelles et les accrochai à ma ceinture. Puis, par habitude, je dégainai mon fusil à verrou de mon épaule. Il portait un camouflage vert pâle façon jungle. Ce n'était pas vraiment adapté à l'environnement, mais les armes nous avaient été fournies pour des raisons de sécurité, pas pour la guerre. Une simple question de défense. Le camouflage importait peu. J'appuyais la crosse contre mon épaule, fermais un œil et visais à travers la lunette. En ajustant les réglages, la cabane J de l'avant-poste Delta apparut dans mon champ de vision. Les fenêtres étaient en sombre, dissimulées derrière des rideaux. La cour était vide, hormis quelques taches noires et un snowcat gelé. J'essayais de m'incliner pour mieux voir, espérant distinguer ce que représentaient ces taches noires, mais la cabane était trop éloignée. Les rafales rapides de la tempête approchante n'aidaient en rien. En quelques minutes, le son de moteur au loin trancha le hurlement du vent. Je remis le fusil sur mon épaule et me relevai de la neige. Une escouade de chasse-neige approchait du sud. 3 véhicules au total, sans compter le mien, garés à une dizaine de mètres. L'un d'eux se détacha du convoi et se dirigea vers moi pendant que les 2 autres poursuivaient vers le nord-est. Je fis un signe de la main en les voyant passer, reconnaissant Benny dans un des camions, tandis que Ludwig et Javier occupèrent l'autre. Le chasse-neige qui s'approchait avait le commandant Kimball au volant, accompagné de la navigatrice de l'équipe, Ariana, sur le siège passager. Je relevai ma capuche et me courbais contre le vent, regagnant mon véhicule. Le commandant s'arrêta à ma hauteur et ouvrit la portière côté conducteur. Il se pencha hors de la cabine, retirant sa capuche et ses lunettes. Le commandant Kimball était un homme robuste à la peau sombre, avec une barbichette noire. Il avait un regard froid, acéré, du genre à trancher quand il le fallait, à ne jamais rien manquer. Des yeux qui avaient vu plus d'enfer que de terre. « Les autres et moi allons aux dernières coordonnées connues des Américains, » hurla-t-il pour couvrir le vent. « Toi, rends-toi à la cabane J. Selon le commandement, c'est de là qu'est venu le dernier signal actif. Vois ce que tu peux trouver, puis rejoins-nous à la périphérie. » J'hochai la tête. « À quoi doit-on s'attendre, mon commandant ?» Il grogna. « J'aimerais bien le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que la compagnie américaine a perdu le contact avec son équipe réduite il y a environ 16 heures. Selon ce qu'on découvre, il pourrait envoyer une équipe par hélico pour approfondir l'enquête. » Et si on ne trouve rien ?
Alors ce sera leur problème. On est là par courtoisie, Nolan. Ce n'est pas à nous de s'occuper d'eux. Dieu sait qu'il ne le ferait sûrement pas pour nous. Ariana me regarda depuis le siège passager. Une femme à la peau claire, au visage doux, aux longs cheveux roux. Assure-toi que ton émetteur est actif au cas où tu serais prise dans la tempête. Dit-elle. Et garde un pistolet de détresse à portée. On ne sait jamais quand les transmissions vont lâcher. Bien noté, répondis-je. Faites attention, vous deux, et veillez à ce que Ravi et Lude ne fassent pas de conneries. Elle souffla du nez. Ce n'est pas eux qui m'inquiètent, c'est Benny. Il a l'air déprimé ces derniers temps, et les seules choses qui lui remontent le moral, c'est l'alcool ou les explosions. Le commandant grogna à cette idée et claqua la portière. Le chasse-neige reprit sa route. Je fis le tour de mon snowcat et grimpai à bord. Le chauffage se mit à ronfler lorsque je le poussai à fond. Je n'avais pas envie d'attraper quoi que ce soit. Lors du briefing d'arrivée, on nous avait raconté plein d'histoires d'horreur sur les dangers du froid, hypothermie, pneumonie, grippe et tout ce qui pourrait nous tuer dans ce désert glacé. Mais pour moi, la pire crainte restait les engelures. Il nous avait montré un diaporama de membres noircis, d'ongles devenus bleus à cause d'une mauvaise circulation. Ce genre de truc me donnait des cauchemars. Le trajet jusqu'à la cabane J fut rapide. Je me garai au nord du bâtiment, laissant le moteur tourner. Avant de sortir, j'activai les essuie-glaces et laissai le chauffage en marche. Donnez 1 centimètre au froid, et il vous arrachera 1 kilomètre. Devant la cabane, je retrouvai la tache noire que j'avais aperçue. Des monticules de neige en dissimulaient une partie, mais il restait assez d'éléments pour identifier des cendres. Je donnai un petit coup de pied pour dégager la poudreuse, révélant une fusée éclairante calcinée au centre du cercle. Et c'est là que je vis la main qui la tenait, décharnée, les os noirs et brûlés. Prudemment, je m'agenouillai et balayai davantage de neige. Ma respiration se bloqua quand j'exhumai les restes squelettiques d'une personne. Heureusement, il n'y avait pas d'odeur. J'avais vu pas mal de cadavres d'animaux lors de mes parties de chasse avec mon frère aîné, mais un corps humain, c'était tout autre chose. Certes, encore un animal, mais ça n'a pas la même portée. C'est difficile de se détacher de son propre reflet. On peut voir un putois ou un écureuil mort, et même si c'est un peu dérangeant, ça ne se compare pas à un cadavre humain. On s'identifie aussitôt. On imagine ce que ça ferait d'être à sa place, d'être retrouvé ainsi, carbonisé. Plus rien à enterrer. Je pointai le combiné vers ma bouche, tentant de rester calme malgré tout. « Commandant, ici Nolan. Vous me recevez ?» J'attendis un moment, mais seul un mur de parasites me répondit. « Commandant, vous me recevez ?»« Rien. » Quelque chose brouillait nos communications. Je blâmais immédiatement la tempête. Je me redressai, hésitant. Je pouvais retourner les voir pour leur annoncer la nouvelle, mais j'avais mes ordres. Il me restait à fouiller le bâtiment. Le dernier signal de l'avant-poste Delta venait de cette cabane. Le message était incompréhensible à cause d'interférences, mais l'appel avait bien été enregistré par la compagnie américaine. Je regardais les restes, puis la lisière, puis la cabane. Putain de merde. Je décrochai mon fusil de l'épaule et m'approchai de la cabane, le canon levé, le doigt le long de la crosse. Mes bottes trahissaient toute discrétion, et mes gants rembourrés rendirent la prise difficile. Encore plus de tirer correctement. Avec précaution, je montai les 3 marches du perron et posai la main gauche sur la poignée. Inspirant profondément, j'ouvris la porte d'un coup et me jetai à l'intérieur, avant que la raison ne me rattrape. Il ne fallut que quelques secondes pour fouiller l'endroit. Mis à part la salle de bain, il n'y avait pas de cloison, une pièce ouverte avec une petite cuisine, un coin détente et un poste de travail tassé dans un coin. Moquette terne et murs lambrissés. Aspect rustique, mais de près, c'était du toc. Je refermai la porte derrière moi et la verrouillai. Posant mon fusil contre le mur, je m'installai devant l'ordinateur et lançai le système. Un petit air musical s'échappa des haut-parleurs. Je ne reconnaissais pas la chanson, mais l'écran indiquait « Don't be so serious » par Low Roar. Ça me fit sourire. Je me rappelais comment Javier avait programmé chaque console de notre base pour jouer Take On Me du groupe A-ha, comme une blague débile pour tuer le temps. Dans un endroit pareil,
Il faut bien inventer son propre divertissement. Il nous avait fallu des heures pour désactiver la chanson. Le commandant avait failli faire un AVC. Et même une fois les haut-parleurs éteints, la mélodie restait dans nos têtes. Chaque fois qu'on croyait s'en être débarrassé, quelqu'un sifflait les premières notes, et ça recommençait. En punition, Javier avait eu la vaisselle pendant 2 semaines. Ce souvenir me fit sourire alors que je cliquais avec la souris. L'écran d'accueil apparut, verrouillé. Un post-it était collé sur le bureau virtuel avec une liste de mots de passe pour accéder aux différents systèmes et programmes. Visiblement, les employés de l'avant-poste Delta ne s'inquiétaient pas trop d'une fuite de données. En même temps, qui viendrait jusqu'ici pour voler des infos sur les conditions météo et les mouvements sismiques? Pendant quelques minutes, je fis défiler frénétiquement les fichiers de l'ordinateur, espérant trouver quelque chose d'utile. Mais les enregistrements ne contenaient rien de notable. J'étais sur le point d'éteindre l'ordinateur quand je remarquai un fichier sur le bureau. Je fis un double clic et ouvris un document texte, mis à jour pour la dernière fois, il y a près de 16 heures. Le document était une entrée personnelle de la résidente principale de la cabane, Emma. Elle y relatait une rencontre étrange avec l'un de ses collègues analystes, Edvard. Au début, je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un récit fictif, une nouvelle qu'elle aurait écrite pour passer le temps. Mais ensuite, je lus les derniers paragraphes. J'ai vidé les jerrycans restants devant ma cabane, et j'ai un paquet de fusées éclairantes prêtes près de la porte. Ça a semblé fonctionner avec Edvard. J'imagine que ça fonctionnera aussi avec moi. Mes sourcils se froncèrent, et je relus la dernière page. Puis, ce fut comme un train de marchandises hurlant qui me percuta de plein fouet. Je fermai précipitamment le système et retirai le disque dur pour le mettre en sécurité. Ensuite, je me levai d'un bond, récupérai mon fusil contre le mur et sortis de la cabane. Je fis le tour du bâtiment, remontai dans mon chasse-neige et me dirigeai à toute vitesse vers la périphérie. D'après l'entrée d'Emma, ce n'était pas très loin, mais le temps jouait contre moi. Les autres étaient probablement déjà arrivés, en train de fouiller les lieux, espérant comprendre ce qui était arrivé aux employés de l'avant-poste. Je devais les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le vent se déchaîna, projetant de la neige sur le pare-brise, obscurcissant ma vision et distordant le paysage assombri. À plusieurs reprises, je crus que le chasse-neige allait se retrouver coincé entre les dunes. Dans ces moments, je serrais les leviers de direction et poussais de toutes mes forces, espérant que l'accélération suffirait à me libérer, ou qu'au moins, elle me mènerait sur un autre chemin praticable. Finalement, j'arrivai sur les lieux, accueilli par un attroupement de snowcats. 2 d'entre eux étaient à moitié enfouis sous une couche fraîche de neige, figés sous une fine pellicule de glace. L'intérieur était sombre, abandonné. Il semblait dater d'un autre temps, mais en réalité, je savais qu'il n'était pas plus ancien que le mien. Bientôt, la tempête les ensevelirait totalement. Je me garai à côté du chasse-neige du commandant et sortis en trébuchant, mes bottes glissant sur la glace. L'environnement me résistait, comme il résistait à chacun d'entre nous. L'humanité n'était pas faite pour survivre ici. Peut-être avions-nous hérité de cette planète, peut-être l'avions-nous conquise en partie, mais Mère Nature avait une manière bien à elle de rappeler qui commande, de nous montrer à quel point notre espèce est fragile. Sans les bonnes conditions, nous n'aurions probablement jamais existé. Et même si nous avons prospéré, nous plaçant en haut de la chaîne alimentaire, cette position reste douteuse. Elle repose sur l'ignorance et le hasard favorable. Faire tomber notre règne est bien plus facile qu'on ne le croit. Être ici, seul au milieu de rien, exposé à une météo aussi violente, m'a appris une chose. Rien ni personne ne dure éternellement, peu importe la préparation ou la solidité. Nous vivons tous à crédit. Devant moi, le reste de l'équipe était dispersé. Benny, identifiable à sa parka orange, se tenait au bord d'un trou grossièrement creusé dans le sol, penché comme s'il s'apprêtait à descendre. Javier, en manteau vert d'eau, et Ludwig, dans une veste vert foncé, se trouvaient à une dizaine de mètres, côte à côte, discutant. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais connaissant les 2 compères, c'était sûrement une bêtise qui finirait en éclats de rire. Ils faisaient bien leur boulot, mais encore mieux celui de tuer l'ennui.
Plus près de moi, près du groupe de Snowcats, se trouvaient le commandant et Ariana. Elle lui montrait le GPS, gesticulant vivement en parlant. À première vue, tout semblait normal. Tout le monde paraissait normal. Mais l'idée était déjà dans mon esprit, ancrée profondément. Le danger potentiel était bel et bien là. Puis je vis Benny s'agenouiller, balayant la neige sur le rebord du trou. Il posa une main pour garder l'équilibre et glissa une jambe à l'intérieur, appuyant sa botte contre la paroi comme s'il allait se laisser glisser. Sans réfléchir, je dégainai mon fusil, mes mains glissant rapidement le long du canon. Je l'orientai vers le ciel, calai la crosse contre mon flanc et pressai la détente. Le recul fut léger, absorbé par les épaisseurs de mes vêtements, et soudain je remerciai l'isolation. Le coup de feu claqua dans le ciel, résonnant au loin. Tous tournèrent la tête vers moi. Le commandant, sans la moindre hésitation, dégaina le revolver à sa hanche. Le canon me visa avec une stabilité effrayante. Son passé dans l'armée britannique transparaissait clairement. « Éloignez-vous du trou !» hurlai-je, principalement à l'attention de Benny, mais le message s'adressait à tous. Benny vacilla au bord du cratère, déjà à moitié dedans. Il tourna la tête vers le commandant, attendant ses instructions. Kimball, pesant ses options, rangea finalement son revolver dans son étui. « Benny, sors-moi de ce foutu trou. » Je poussai un soupir de soulagement et retirai le fusil de mon flanc. Reculant le verrou, j'éjectai la cartouche vide, puis remis l'arme sur mon épaule avant d'avancer vers le commandant. « Qu'est-ce que tu fous, Nolan ?» grogna Kimball, le ton tranchant comme un père grondant sa fille. « Tu veux te faire tuer ou quoi ?»« Commandant, dis-je, j'ai trouvé une entrée personnelle d'une Américaine. Cette zone pourrait représenter un risque sanitaire majeur pour tout le monde. Pour faire simple, elle est contaminée. » Ariana releva la tête. Des flocons de glace et de neige s'accrochaient à ses lunettes. « Contaminé par quoi ?» Étant donné le temps qu'on avait déjà passé ici, exposé au climat comme à la contamination, je décidai qu'une explication complète attendrait un moment plus sûr. Une fois rentré, à l'abri de la tempête et de ce qu'il y avait sous la glace. Alors je dis au commandant, « Je pense que la meilleure décision serait de reboucher le trou et de rentrer à la base. Nous devrions suspendre l'enquête jusqu'à pouvoir examiner la situation plus posément. » « Quelle contamination ?» insista Ariana, visiblement irritée. « De quoi tu parles ?» Kimball tira son masque facial. Un instant, je crus qu'il allait m'engueuler. Le commandant, avec une équipe comme la nôtre, savait parfaitement distribuer les sanctions. Mais au lieu de ça, il dit « T'as intérêt à savoir ce que tu fais, Nolan. » Puis il tourna la tête vers les autres. « Bon, vous l'avez entendu. Remontez dans vos chasse-neige et rebouchez-moi ce trou. » Il se tourna ensuite vers Ariana. « Marque les coordonnées sur la carte. »« À vos ordres, mon commandant. » répondit-elle en pianotant rapidement sur son appareil. À moi, il dit « Je veux des explications pendant le trajet retour, compris? Et que ce soit du solide, sinon tu peux être sûr que la corvée de vaisselle portera ton nom. »« Bien reçu, mon commandant, » acquiesçai-je. Il se dirigea vers son snowcat, puis s'arrêta, regardant autour de lui. « Qu'est-ce que vous attendez? Le printemps? Allez, bougez-vous. On rebouche le trou et on retourne à la base. On est en train de brûler notre lumière du jour. » Un soupir général s'éleva parmi les autres, mais ils exécutèrent les ordres sans protester davantage. Benny, Javier et Ludwig remplirent le trou de neige, la tassant bien. Le commandant céda son snowcat à Ariana et grimpa dans le siège passager du mien. Nous prîmes la route du retour dans une ambiance pesante, manœuvrant prudemment à travers le terrain, alors que la tempête rugissait autour de nous, projetant des murs de neige et de glace contre la carrosserie métallique. Cela me rendait nostalgique de mes années d'adolescence, à l'époque où je passais mes étés à camper avec mon grand frère dans les bois. Il avait été marine, et pendant ses permissions, il voyageait un peu partout dans le monde. Parfois, il faisait du vélo en montagne, de la randonnée dans le désert, ou jouait aux survivalistes en pleine nature. Il était obsédé par les scénarios apocalyptiques, le genre de personne qui se préparait à la fin du monde. Que ce soit une invasion de zombies ou une guerre nucléaire, il voulait être prêt à tout.
Et comme seuls les grands frères savent le faire, il voulait me transmettre ses compétences. Pas forcément parce que j'en aurais besoin, mais pour que je les aie. Je ne pourrais pas dire combien de fois on s'est retrouvés coincés en pleine tempête, sous la pluie ou la neige, avec pour seuls abris une tente en toile et notre débrouillardise. Tenter de traverser cette pluie infernale de grêle n'était pas si différent de ces jours où l'on devait marcher des kilomètres dans les montagnes, juste pour apercevoir un signe de civilisation. Trouver un abri stable pour ne pas être emporté par les coulées de boue et le déluge. Alors qu'on approchait du complexe, à une dizaine de minutes peut-être, le commandant marmonna. « Entité étrangère ?» Ce n'est qu'après qu'on eut distancé la tempête qu'il commença à poser des questions. Et même si toute ma concentration était dirigée vers notre retour à la base, je fis un effort pour lui expliquer tout ce que j'avais lu. Bien sûr, cela manquait de réponses et de détails, ce dont il avait désespérément besoin s'il voulait continuer à soutenir mes théories ou jugements. « Par entité étrangère, tu entends quoi exactement ?» demanda-t-il. Je tordis les leviers pour éviter un petit cratère qui n'aurait fait que ralentir notre progression. « Ce n'est pas précisé, mon commandant. » « Il va me falloir un peu plus que ça. On a confirmé 2 morts, et 2 autres sont toujours portés disparus. » Ils ne sont pas disparus, commandant. Si l'entrée dit vrai, l'un a été pulvérisé, l'autre absorbé. Par cette fameuse entité étrangère, tu veux dire? J'acquiesçai. Mon commandant, vous avez regardé à l'intérieur du trou, à un moment? Non, avoua-t-il. On a trouvé des restes. Et Ludwig a prélevé des échantillons pour identifier le corps. Le trou avait été partiellement rebouché. On aurait dit que l'équipe américaine creusait quelque chose. Alors j'ai fait reprendre le déblayage par Benny, Javier et Ariana pour approfondir l'analyse. Et ils ont trouvé quelque chose? Il haussa les épaules. Rien. À ma connaissance. Ils en étaient encore à dégager une couche de glace quand t'es arrivé. Quoi qu'il y ait sous cette glace, il vaut mieux que ça y reste, dis-je. D'après ce que j'ai lu, c'est dangereux. Ça agit comme une maladie, un parasite qui infiltre le corps lentement avant de prendre le contrôle du cerveau. C'est du baratin. Tu le réalises, non? J'y ai réfléchi, oui. Il laissa tomber sa tête contre le dossier du siège. T'as récupéré une copie des fichiers américains? J'ai un disque dur. Je peux vous le montrer une fois rentré à la base. Super, dit-il, visiblement à bout. Et dire qu'on m'avait dit que ce boulot serait facile? Enfin, ça doit quand même être plus facile que ce à quoi vous étiez habitué. Il me lança alors un regard sévère. Ça dépend des jours, Nolan. Il y a des jours où c'est une promenade de santé, et puis il y a des jours comme aujourd'hui, où je regrette presque d'avoir quitté l'armée. Si c'était pas pour toute la merde des hauts gradés, je pense que je serais jamais parti. Quand nous sommes enfin revenus à la base, j'ai garé le chasse-neige dans le hangar. Les autres étaient encore en route, bavardant à la radio, à propos de la tempête et du cadavre qu'ils avaient trouvé. J'ai coupé le moteur, et leurs voix se sont tues. Le commandant et moi sommes entrés à l'intérieur, nous débarrassant de notre équipement excédentaire dans le vestiaire, avant de continuer jusqu'à son bureau. Le complexe, bien que plus grand que les cabanes de l'avant-poste Delta, avait sans doute été construit avec un budget similaire. Des planches de bois brutes au sol, avec quelques sections de carrelage dans les salles de bain et la cuisine. Des couloirs étroits, au nord et au sud du bâtiment, avec des dortoirs, un centre de communication et une infirmerie ajoutée de manière presque bricolée. Au centre, probablement la plus grande section, se trouvait la salle commune. Des étagères, une télévision à écran plat qui ne fonctionnait pas, une salle à manger, quelques fauteuils, 2 canapés, une table de air hockey, avec une raquette manquante, et une table de billard. Un second bâtiment abritait un laboratoire où travaillaient tous les intellos, mais ils avaient été mis en congé pour les vacances. Nous, en revanche, devions rester pour maintenir la base centrale opérationnelle. Les bâtiments étaient bien isolés. Probablement la dépense la plus importante lors de la construction, si l'on exclut l'équipement. Du coup, si la base ne sentait pas les produits chimiques et les nettoyants, elle sentait généralement les restes du dîner de la veille. Comme c'était la semaine de Ludwig pour la cuisine, une odeur persistante d'huile de canola et de viande frite flottait dans l'air.
Nous avons quitté le vestiaire et pris le couloir nord. Au bout se trouvait l'armurerie, où j'ai déposé mon fusil et mes munitions. Le commandant, comme à son habitude, a conservé son revolver. Par oubli peut-être, mais plus probablement par habitude. Contrairement à nous, ce n'était pas étrange qu'il garde son arme en toutes circonstances. Elle semblait presque greffée à lui. Faudrait augmenter la ventilation. Marmonna-t-il en entrant dans son bureau. Je peux presque goûter la saucisse dans l'air. Je m'en occupe, mon commandant, répondis-je, en branchant le disque dur à son ordinateur. Tandis qu'il lisait le dernier document d'Emma, les autres sont arrivés à la base, grelottants et râlant. Ils ont frappé leurs bottes pour en faire tomber la neige, puis ont accroché leurs manteaux dans leur casier. Ludwig a emporté ses échantillons à l'infirmerie pour les stocker en sécurité, suivi de près par Javier, qui discutait de ce qu'il pourrait faire pour le reste de la soirée. Ludwig proposa une partie de billard et quelques verres pour se réchauffer, ce qui attira l'attention de tout le monde, sauf d'Ariana, qui se contenta de dire qu'elle regarderait. Sauf s'il s'agissait d'un jeu de société ou d'un film, elle ne participait jamais à leur distraction. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Les voir continuer leur routine m'apaisa. Il valait mieux qu'ils soient distraits plutôt qu'en train de paniquer. Même si je savais que la panique viendrait, une fois que le commandant aurait terminé sa lecture. Une fois qu'ils commenceraient à discuter entre eux de ce qu'il s'était passé à la périphérie. En attendant, je fermai la porte du bureau du commandant à clé et m'assis de l'autre côté de la pièce, patientant en silence. Le moment arriva quand le commandant lâcha. Putain d'enfer. Il tapota les flèches du clavier pour remonter au début du document. Tu crois que c'est vrai? Je le pense, oui, répondis-je, mal à l'aise, revivant mentalement les événements du récit. Il y a assez d'éléments pour le soutenir. Il fixait l'écran, ses yeux suivant les lignes du texte. L'allumette coincée entre ses dents bougeait au rythme de sa mâchoire. Une veine battait sur son front, gonflée sous la peau. Des aliens, dit-il avec dégoût. Foutaise. Entité étrangère, corrigeai-je. Au singulier, à ce que je sache. Elle infecte l'esprit, prend le contrôle de l'hôte. Ça sonne comme des conneries. Si vous le pensez vraiment, pourquoi ne pas retourner là-bas et continuer à creuser? Lançai-je, espérant qu'il n'ait pas la bêtise d'accepter mon bluff. Voir de nos propres yeux ce qu'il y a vraiment là-dessous. Il ricana et se leva, se dirigeant vers une armoire au fond de la pièce. Ne me tente pas, Nolan. Je te renvoie là-bas toute seule si c'est ce que tu veux. Désolé, mon commandant. Je voulais juste te faire passer un message. Message reçu. Il fouilla dans l'armoire et en sortit une bouteille de whisky de sa réserve personnelle. Il me la tendit, mais je refusai d'un signe de tête. Il vaut mieux éviter de partager nourriture et boissons. On respire déjà le même air, Nolan. On était tous là-bas, tous exposés. Certes, mais on ne sait pas encore comment cette chose agit, si elle se transmet d'un hôte à l'autre, ou si l'infection doit venir directement de la source. On ne connaît pas non plus la portée de l'exposition. Il dévissa le bouchon, but une gorgée, puis soupira. Je vendrais mon âme pour une clope, là. Je crois que Ludwig en a, proposai-je, ce qui était ironique vu sa position dans l'équipe. Mais je ne le recommanderais pas. Ouais, éviter les contacts, tout ça. Il se frotta les crânes. Et maintenant, on fait quoi? Je m'étais demandé quand cette question tomberait. En vérité, je l'appréhendais depuis le trajet retour. À mon avis, on a deux options, dis-je. On peut dire à la compagnie américaine ce qu'on a trouvé, ce qui est arrivé à leur équipe réduite, Mais on risque d'éveiller leur curiosité. Qu'ils envoient une autre équipe pour examiner de plus près. Ces enfoirés curieux. Et l'autre option? Mentir. Dire qu'ils sont morts de cause naturelle. Un mensonge fragile. Ils enverraient quand même quelqu'un pour vérifier. On n'a pas le temps. Ils veulent des réponses vite. Et le reste de leur personnel revient après les vacances, ce qui augmente les risques d'infection. Il but à nouveau, grimaçant face à la brûlure du whisky. Tu sais qu'ils iraient creuser s'ils apprenaient l'existence de cette chose, incapables de laisser tomber. Ils doivent toujours savoir, toujours toucher, analyser, disséquer. Je regrettais soudain de ne pas avoir accepté son verre.
Un peu de chaleur dans le ventre n'aurait pas été de refus. On pourrait leur dire que notre recherche a été interrompue par la tempête, suggérai-je, qu'on reprendra demain, une fois le calme revenu. Ça nous ferait gagner un peu de temps. Il but encore et grimaça. J'aime pas ça. Mais c'est notre meilleure option. Contacte le commandement et dis-leur ça. Vois si les Américains acceptent de nous accorder un délai. Mais demain, ils voudront des réponses. Du concret. Et si on n'a rien, ils enverront une équipe. J'acquiesçai. Et l'entité, que proposez-vous? Pour l'instant, elle est enterrée. Mais rien ne dit que ça suffira. Il posa la bouteille sur son bureau et se frotta les yeux. Putain, on est dans une merde noire. Il jeta un œil à la fenêtre, où tombait un rideau épais de neige. La tempête est trop violente. Impossible de sortir là-dedans. Demain, on devrait... On devrait quoi, commandant? Il cligna des yeux. Combien de bidons de carburant on a en réserve? Quelques-uns. On est censé en recevoir d'autres au prochain ravitaillement. Très bien. Alors je dis qu'on tente de cramer cette saloperie. Vous êtes sûr? Il me fixa, les sourcils froncés. Tu t'attendris maintenant? T'as lu ce document, tout comme moi. Cette chose peut manipuler nos esprits. Elle a fait disparaître quelqu'un. En a fait exploser un autre. Mais seulement après avoir été provoqué. C'est dangereux, Nolan. Y a pas à discuter. Tu le sais. Sinon t'aurais pas empêché qu'on continue de creuser. Je tressaillis face à la dureté de son ton. Non, je le sais, commandant. Je voulais juste m'assurer que vous étiez certain. Parce que si on y retourne demain avec l'intention de détruire cette chose, et qu'on échoue, on est mort. Et si on reste là à rien faire, on peut aussi bien signer notre arrêt de mort. Ou pire, imagine ce que quelqu'un pourrait faire avec un truc pareil. Il s'adossa dans son siège et leva les yeux au plafond. Quand j'étais en service, on tombait parfois sur des engins piégés dans la rue. On ne les enterrait pas en espérant qu'il n'arrive rien. On les détruisait. Peu importe les risques. Désolé, commandant. Je voulais juste envisager toutes les possibilités avant de prendre une décision. Un silence tendu s'installa. Le commandant reprit une gorgée, mâchant son allumette, les yeux disant qu'il aurait préféré une cigarette. « Dis-moi, Nolan, » dit-il pour briser un peu la gêne. « On bosse ensemble depuis presque 1 an, non? » À peu près, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Je marquai une pause. C'est une question que je me posais souvent, allongé dans mon lit, la nuit. J'avais besoin de m'éloigner. De quoi? Des gens, de la société. Mes doigts tambourinaient sur la coudoir. J'ai passé ma vie à suivre un plan, faire des études, avoir de bonnes notes, trouver un boulot stable, m'installer, tout ça. Mais vers le milieu de l'université, j'ai compris à quel point je détestais ça. Mes notes, correctes, ne signifiaient rien. Et ce job n'était qu'un fantasme. Peu importe où j'allais ou combien de temps je bossais, ça ne me rendait pas heureuse. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Et ici? Être ici te rend heureuse? Je secouai lentement la tête. Autant que je sache, rien ne me rend heureux, pas vraiment. Je me contente de suivre la routine. Je passe les journées. Comme nous tous. Parfois, pour être honnête, je sais même plus qui je suis, ni ce que je fais. J'ai essayé leur mode de vie, les horaires, le train-train. Mais je m'y suis jamais senti à ma place. Toujours l'impression de nager à contre-courant. Alors quand j'ai entendu parler de ce boulot, je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être qu'un peu d'isolement me remettrait les idées en place. Il haussa un sourcil, intrigué. Et je suis toujours au point de départ. Je n'ai aucune idée. La vie passe et moi, je fais que l'endurer. Peut-être que c'est pour ça que t'es si bonne pour suivre les ordres. Il rumina là-dessus, puis ricana. Tu pourrais en apprendre 2-3 aux autres, j'imagine. Puis plus doucement, t'es encore jeune, Nolan. Ce combat intérieur, on le mène tous un jour ou l'autre. Moi contre moi, toi contre toi.
Mais comment on combat un ennemi qu'on ne connaît pas? Ça rend fou, pas vrai? S'il m'avait proposé un verre à ce moment-là, je crois que je n'aurais pas refusé. Mais il ne le fit pas. Il garda la bouteille pour lui, posée sur ses genoux. Il retira l'allumette de sa bouche et la jeta dans une corbeille, en remplaçant aussitôt par une autre, tirée de la boîte qu'il gardait dans sa poche. « Puisque tu es une telle source de sagesse, dis-je, t'as un conseil à me donner ?» « Ouais. » répondit-il. « T'engages pas dans l'armée en pensant que ça résoudra tous tes problèmes. » Il rit tout seul et se leva de sa chaise. « Ça t'apprendra la discipline. Ça te donnera un cadre, mais je vais pas te promettre que ça te rendra heureux. » Merci, j'imagine. Il me regarda de haut, son regard d'ordinaire tranchant un peu émoussé par le whisky. « Tu veux un conseil honnête? Te laisse pas bouffer par tout ça. C'est juste du bruit. Des parasites, Nolan. Rien de plus. T'as juste à trouver le moyen de couper le son. Une fois que tu prends ta vie en main, les choses s'arrangent. Pas plus facile. Elles le sont jamais, mais tu finis par apprendre à porter le poids, au lieu d'être écrasé dessous. »« Merci, répondis-je. Et cette fois, je le pensais vraiment. »« Bon, contacte le commandement et transmets le message à la compagnie américaine. Dis-leur ce qu'il faut pour gagner un peu de temps. Pour l'instant, tout ça reste entre nous. Les autres n'ont pas besoin de savoir, compris ? » ?»« Oui, mon commandant. » »« Je veux que tu surveilles l'équipe. Regarde si l'un d'eux montre des signes d'infection. Confusion, désorientation, perte de mémoire, silence inhabituel. Ce dernier sera facile à repérer chez certains. Une fois qu'on est sûr, on leur dira ce qu'on sait et on s'occupera de cette chose. » Je me levai. Par précaution, on devrait peut-être garder nos distances les uns des autres, préparer chacun nos repas, éviter de partager nourriture et boissons. Je vois ce que tu veux dire. Mais si on fait ça, ils vont devenir suspicieux. Il faut faire attention à la manière dont on agit. Le dernier truc qu'on veut, c'est déclencher une panique. Et ne rien leur dire risque de provoquer exactement ça. Ouais, mais si on leur dit, rien ne garantit leur réaction. D'une manière ou d'une autre, la nuit va être longue. Autant les laisser dans l'ignorance, pour l'instant. Comme ça, ils se sentent pas forcés d'agir bizarrement. Ce sera plus facile de les observer. Je n'étais pas forcément d'accord avec les méthodes du commandant, mais ce n'était pas à moi de les remettre en question. Il y avait une raison pour laquelle il était aux commandes. Que ça me plaise ou non, j'avais mes ordres. « Je peux compter sur toi, alors ?» demanda-t-il. « Je ferai ce que je peux, mon commandant. » En même temps, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quelle distance il s'était retrouvé de la créature. Est-ce qu'il avait été exposé? Est-ce que moi aussi? Rien ne permettait de déterminer la portée de contamination. Si on en croyait le journal d'Emma, elle pouvait provoquer des hallucinations et des délires à des kilomètres. Altérer la réalité d'une personne même enfouie sous une épaisse couche de glace. Il n'y avait tout simplement pas assez de données pour comprendre pleinement ses capacités, ni les risques qu'elle représentait. Je quittai le bureau du commandant et descendis le couloir vers la salle commune. Les autres jouaient au billard. Benny affrontait Javier, tandis qu'Ariana feuilletait les pages d'une Bible. Je ne savais pas si ça lui servirait à grand-chose, mais si ça lui apportait un peu de paix, je n'allais pas l'en empêcher. Quand j'entrai, ils interrompirent leur activité et me regardèrent, leurs yeux grands ouverts, les visages sans expression. Quelques secondes passèrent, eux me fixant et moi les fixant. J'expirai doucement. Ne vous arrêtez pas pour moi. On dirait que Benny est encore en train de te mettre la raclée, non? Javier renifla. Il aimerait bien, ouais. Puis il rentra une bille rayée dans la poche de coin et leva sa bière en signe de victoire. J'ai une visée de sniper, Gray. Je rate jamais. Tu t'es planté au moins 6 fois. Grogna Ariana en retournant à ses écritures. Si tu continues comme ça, Dit Benny à Javier. Je vais devoir commencer à jouer sérieusement. Je te vois trembler, Benji. Répliqua Javier. T'arrives même pas à tenir la queue de billard droite. Benny passa la craie sur sa queue, marmonnant. Continue de parler, on verra bien. Il essaya de dégager ses cheveux en bataille de ses yeux.
Benny avait ce qu'on appelait une tête de lit permanente. Sa barbe hirsute lui donnait des allures de bûcheron sorti tout droit d'un cliché. « Je vais t'envoyer pleurer dans les jupes de ta mère. » plaisanta Javier. Benny serra les mâchoires. Tire, au lieu de causer. Et juste comme ça, il m'avait oublié. Un incendie évité. Et j'avais le pressentiment que le reste de ma soirée allait consister à répéter ce même manège, prétendre l'insouciance pour éviter les soupçons. Jusqu'à ce que le commandant juge le moment venu de tout leur dire. Quelques instants plus tard, Ludwig sortit de la cuisine avec un bol de sauce et 2 sachets de chips. Il y avait des discussions pour préparer le dîner, mais ce petit encas devait nous faire patienter. Encore une fois, je m'abstins. Il posa les bols sur la table et ouvrit les chips. Les autres abandonnèrent leur partie et le rejoignirent. Je les observais en silence, alors qu'il piochait sans hésiter dans la sauce. Puis Benny commença à verser des shots pour tout le monde. Comme je l'ai dit ici, faut inventer son propre divertissement. Nolan ? Demanda-t-il. Ça ira, répondis-je, en étouffant l'envie de hurler. Je me faufilai parmi eux et traversai le couloir pour rejoindre la salle radio. J'ai contacté nos supérieurs pour leur dire qu'on avait besoin de plus de temps, la tempête ayant interrompu nos recherches. Ils m'ont dit qu'ils transmettraient le message à la compagnie américaine et qu'ils nous répondraient dans plus tard. J'ai pensé leur dire la vérité, demander du renfort. Mais j'ai compris qu'impliquer plus de monde ne ferait qu'augmenter le risque de contamination. Il fallait rester isolé, au moins jusqu'à ce qu'on en sache davantage. Ensuite, je suis allé dans ma chambre et ai rangé le disque dur d'Emma sur l'étagère supérieure de ma commode. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais l'idée de l'avoir près de moi. Comme si ça comptait. Comme si ça me donnait une certaine importance. Le reste de la nuit, les autres ont alterné entre jeux de société et parties de billard. Ils ont bu, discuté, parfois ri. Le dîner n'est jamais venu. À la place, ils ont grignoté des chips et autres aliments préemballés, ce qui était sans doute mieux dans les circonstances. Pour eux, ce n'était qu'un autre week-end, une pause entre 2 fêtes où le travail n'était pas prioritaire. Et de toute façon, difficile d'avancer sans l'autre moitié de l'équipe. À un moment, Ludwig se tourna vers moi et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, avec le truc là-bas, à la base américaine ?» Je cherchais une réponse plausible, reconnaissante qu'Ariana n'ait pas parlé de contamination. Peut-être avait-elle oublié, ou peut-être ne voulait-elle pas subir les questions. Quoi qu'il en soit, ça m'arrangeait. Mieux valait inventer une version de toute pièce plutôt que de bricoler autour de ce qu'elle aurait pu dire. J'ai trouvé des journaux de bord dans une des cabanes, expliquai-je, improvisant. Ils mentionnaient un possible danger biologique dans la zone. Quel genre de danger ? Demanda Ludwig. Il ne précisait pas, mais j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques. Mieux vaut laisser la compagnie américaine gérer ça. C'était inflammable ou quoi ? Demanda Javier en se penchant pour tirer. Parce qu'on a trouvé des restes humains. Ils avaient l'air brûlés. Je ne crois pas. D'après ce que j'ai compris, les analystes tentaient de sécuriser la zone, mais ils ont rencontré des problèmes. Des problèmes ? Le mec était carbonisé. Avant que je ne réponde, Ludwig intervint. Attends, quel genre de biohazard on parle exactement ? Je sais pas trop, avouai-je. Les documents étaient vagues. Je crois que les analystes en étaient encore à collecter des échantillons et à faire des tests. Un genre de champignon ? Demanda Javier. Tu crois qu'on va être OK ? On était tous là-bas, non ? C'est flou, répondis-je. J'en ai discuté avec le commandant. Il réfléchit encore à la suite. Mais je suis sûr que dès qu'il aura une réponse, il nous la donnera. Benny posa sa queue de billard sur la table. Tu crois que je devrais prendre une douche ? Tu te douches, toi ? Ricana Javier. Depuis quand ? Du calme, intervins-je avant que ça ne parte en vrille. C'était sûrement rien. J'ai paniqué parce que j'avais peur qu'on se fasse taper sur les doigts pour avoir interféré dans les recherches américaines. Les bureaucrates s'enflamment vite dès qu'il s'agit de découvertes scientifiques. N'empêche, dit Ludwig. On aurait dû mieux préserver la scène. On a laissé un corps là-bas, en pleine tempête. Je sais, et je suis désolé. J'ai agi trop vite.
Le commandant m'a déjà remonté les bretelles. On retournera sans doute demain pour nettoyer le bazar et évaluer la situation. Des regards méfiants m'encerclèrent. À leur place, je ne me croirais pas non plus. Pas entièrement. Mais je n'étais que le messager. S'ils voulaient des réponses, il fallait aller les chercher auprès du commandant. Et lui n'était pas toujours très accessible. J'ai quelques échantillons de tissu du cadavre. Dit Ludwig. Je peux faire quelques analyses. Attends de voir ce que le commandant décide. Tu sais qu'il est notre supérieur, pas Dieu, hein? Lança Javier. Je refoulai mon agacement. Je sais, j'essaie juste d'être professionnel. Ludwig plissa les yeux, une ride barrant son front. Qu'est-ce que tu nous caches? Je vous dis tout ce que je sais. Je pense que tu racontes que des conneries. Je le vois dans ton regard. Tu te comportes bizarrement ce soir. T'es libre d'aller poser la question au commandant. À quoi bon? Il ne nous dira rien? Tu as toujours été son préféré? Son petit chien fidèle? Mes joues s'enflammèrent, et je sentis la chaleur me monter au visage. Peut-être que je suis juste meilleur pour obéir aux ordres. Meilleur pour ne pas poser de questions, plutôt. Lança Javier d'un ton désinvolte. Bon, et si on respirait tous un bon coup? Proposa Benny. S'il y avait un vrai souci, le commandant nous aurait prévenus. En plus, on portait tous nos combinaisons isolantes. Ça ne nous protège pas contre des agents pathogènes aéroportés? Rétorqua Ludwig. Si c'était un danger biologique, on a très probablement été exposé. On portait quand même des masques. Des cagoules, pas du matériel médical. Elles sont faites pour te protéger du froid, pas des virus. Benny, vacillant entre l'euphorie et l'ivresse, leva les mains en signe de reddition, marmonna une fausse excuse, puis tapa du plat de la main sur la table pour attirer l'attention de Javier. Tu vas jouer ton coup, ou quoi? Javier se pencha prudemment, arma la queue et frappa la boule blanche. Un claquement retentit quand les autres boules s'entrechoquèrent avant de rouler contre les bandes. Elles s'immobilisèrent lentement et le silence retomba sur la pièce. Ludwig me regarda de haut en bas. On est infecté par quelque chose, pas vrai? Non, mentis-je. Je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Foutaise. Tu crois que j'ai pas vu comment tu nous observes? Qu'est-ce que le commandant t'a demandé de faire? Rien, Me mens pas, Nolan. lança-t-il, le visage dur comme de l'acier. Qu'est-ce que tu nous caches? Un silence pesant s'installa tandis que je cherchais désespérément une réponse. Il fit un pas vers moi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je tendis la main vers le fusil, qui n'était pas là. Je l'avais verrouillé à l'armurerie, comme toutes les autres armes. C'était un réflexe instinctif que j'avais pris lors de mes excursions avec mon frère, où un simple craquement de branche pouvait vouloir dire 1000 choses. Un oiseau qui s'envole, un lapin qui traverse, ou un grizzly qui s'apprête à entrer dans le camp. J'essayais de faire comme si je m'étirais, mais Ludwig le vit. Son visage se durcit. Derrière lui, Benny et Javier posèrent lentement leur queue de billard sur la table et firent un pas en arrière. Ariana referma discrètement sa Bible et la posa sur la table basse. Elle s'enfonça plus bas dans son fauteuil, comme pour se mettre à couvert. Ludwig me bouscula alors brutalement pour courir dans le couloir nord. Dès que j'eus retrouvé mon équilibre, je me lançai à sa poursuite, le rattrapai rapidement et le percutai sur le côté. Il rebondit contre le mur et s'écroula. Avant que je ne puisse l'immobiliser, Javier était derrière moi, passant ses bras sous les miens pour m'étrangler en full Nelson. Je balançai ma tête en arrière contre son visage. Un craquement sourd résonna, son nez. Il hurla de douleur, ses bras mollirent, et je me dégageai. Ludwig s'était déjà relevé et courait en titubant vers l'armurerie. Je lui sautai sur le dos, enroulant mes jambes autour de sa taille et essayant de verrouiller mes bras autour de son cou. Nous vacillâmes de gauche à droite, heurtant le mur avant de tomber au sol. Ma tête frappa les lattes du plancher, et ma vision se troubla comme un caillou jeté dans l'eau. Des cris fusaient autour de moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Peut-être que je les inventais, j'en sais rien. Avant même d'avoir le temps d'y réfléchir, je rampais déjà vers Ludwig. Juste au moment où je tendais la main pour l'attraper, Javier me saisit par la cheville et me tira en arrière. Je me débattis comme une gamine en pleine crise de colère.
Benny intervint pour nous séparer. Il attrapa Javier par le col et le repoussa. Les deux luttèrent maladroitement dans le couloir, incapables de prendre le dessus malgré la carrure plus imposante de Benny. Sans doute que l'alcool avait ralenti ses réflexes. Je me retournai juste à temps pour voir Ludwig se relever. Il boitait, son pied gauche traînant sur le sol, blessé lors de l'affrontement. Je me mis à quatre pattes et lui sautai à nouveau dessus, enroulant mes bras autour de ses jambes. Déséquilibré, il tomba sur moi. Mes dents se refermèrent brutalement, mordant l'intérieur de ma joue. Un goût métallique se répandit dans ma bouche. « Qu'est-ce que tu caches ?» hurla Ludwig, tentant de me repousser. « Qu'est-ce que tu ne nous dis pas ?» « Je vous ai déjà dit tout ce que je sais, » mentis-je, d'une voix plus assurée que je ne l'étais réellement. « Des conneries !» Un clic sec retentit, et tout s'arrêta. Lentement, je levai les yeux. Le canon du revolver du commandant me faisait face. Il dériva vers Ludwig, puis vers Benny, avant de se poser sur Javier. « Quelque chose qu'on doit mettre au clair ?» demanda le commandant, en nous désignant du bout de l'arme pour qu'on se relève. Ludwig me repoussa et se releva. Je m'essuyai la bouche, et avec l'aide de Benny, me remis debout. En jetant un coup d'œil derrière moi, je vis Javier avec un bleu tout neuf sur la joue. Il évitait mon regard. « Qui veut commencer ?» demanda le commandant Kimball. Ludwig ne perdit pas une seconde. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Le commandant fronça les sourcils. « Baisse d'un ton. Et sois un peu plus précis. » Ludwig ne respecta qu'une seule des deux consignes. « Mon commandant, qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas ?» Même en regardant le sol, je sentais le poids du regard du commandant sur moi. J'avais échoué à suivre mes ordres. Était-ce une erreur inconsciente ou volontaire? Je ne le savais pas. En tout cas, je ne mentirais pas en disant que je ne ressentais aucun soulagement à ne plus avoir à cacher la vérité. « Vous voulez savoir ?» demanda le commandant. « Vous voulez vraiment savoir? Très bien. Nolan a trouvé un document dans une des cabanes américaines, écrit par Emma, de l'avant-poste Delta. Ce document parlait d'une découverte inhabituelle, d'une entité étrangère. »« Une entité étrangère ?» répéta Javier. « Genre un alien ?» Le commandant sourit. « Quelque chose comme ça, ouais. »« Foutaise !» grogna Ludwig. C'était peut-être son nouveau mot préféré. C'était quoi, vraiment? Le commandant haussa les épaules. « À ce qu'on sait, c'était bien ça. Cette chose, peu importe ce que c'est, a la capacité d'infecter les gens, de manipuler leur mémoire, provoquer des hallucinations, altérer leurs pensées. On n'en sait pas beaucoup plus. Le contact a été bref, mais suffisamment troublant pour soulever plus de questions que de réponses. » Il leur raconta ensuite tout ce que nous avions lu. Comment un des analystes, Edvar, était sorti de sa cabane, croyant qu'une autre personne était coincée dans la tempête. Comment il était tombé sur l'entité et avait été sauvé par Emma. Qu'ils avaient eu une conversation que le commandant soupçonnait d'être une tentative de l'entité de comprendre la nature humaine. Le but restait vague, mais selon lui, l'entité cherchait à s'assimiler. Elle essayait peut-être d'imiter nos comportements, ou au moins de comprendre notre espèce. Il ajouta que son approche semblait davantage axée sur les émotions et les schémas de pensée, plutôt que sur des mécanismes de défense ou de combat. Elle ne semblait porter aucun intérêt à notre technologie, ce qui, selon le commandant, signifiait soit qu'elle était extrêmement naïve, soit qu'elle ne craignait absolument pas nos capacités à l'arrêter. Puis, il leur expliqua comment Edvar, infecté par l'entité, était retourné à la périphérie pour la déterrer, qu'il avait tenté de la libérer de la glace, mais qu'Emma l'en avait empêché. Cela avait entraîné la mort de toute l'équipe américaine, à l'exception d'Emma, qui s'était donné la mort en pensant avoir elle-même succombé à l'influence de l'entité, un ultime effort pour la contenir. « On ne sait pas d'où elle vient, » dit le commandant. « On ne sait pas pourquoi elle est ici, ni ce qu'elle comptait faire si elle parvenait à sortir de la glace. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est dangereuse, qu'elle a des tendances parasitaires, et qu'elle ne reculera devant rien pour obtenir sa liberté. Même si elle se montre relativement pacifique au début, dès qu'elle se sent menacée ou provoquée, elle devient hostile d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer.
Benny ricana. Vous êtes sérieux là? Malheureusement, oui. Répondit le commandant. On ne vous a rien dit parce que... Parce que vous pensez que l'un de nous est peut-être infecté. Conclut Ludwig. À contre-cœur, le commandant acquiesça. Peut-être plus d'un. Vous avez prévenu la compagnie américaine. Demanda Javier. Je veux dire... Ils devraient le savoir, non? C'est leur problème, techniquement. C'était leur problème, oui. Admit le commandant. Mais maintenant, c'est tombé entre nos mains. Il abaissa son revolver et le remit dans son étui. J'ai demandé à Nolan de contacter le commandement pour obtenir un délai supplémentaire afin d'enquêter sur le camp américain. Peu de chance qu'il nous l'accorde. Donc, demain matin, on retournera là-bas et on tentera de détruire l'entité avant que les Américains n'envoient une équipe de secours. La détruire? Demanda Benny. Et comment on est censé faire ça? C'est toi l'expert en explosifs. Je peux peut-être bricoler quelques cocktails Molotov ou un truc du genre. Mais pour vraiment faire le boulot, il nous faudrait des explosifs ou des charges thermiques. Et je doute que le commandement nous en donne. Ludwig soupira lourdement, ses mains couvrant son visage de frustration. Vous auriez dû nous prévenir. J'ai collecté des échantillons de tissu de l'employé infecté. Est-ce que je suis infecté maintenant? Le commandant resta calme. C'est une possibilité. Distincte. N'importe lequel d'entre nous pourrait être infecté. Peut-être même nous tous. Et comment on le saurait? Quels sont les symptômes? Confusion, perte de mémoire, désorientation, fatigue peut-être. Quand Edvard était infecté, il semblait indifférent aux conditions météo et son système immunitaire semblait renforcé. Il était aussi détaché de ses émotions et de ses souvenirs. Emma a vécu quelque chose de similaire à la fin. Elle disait perdre la notion du temps et sentir l'entité manipuler ses pensées. Benny releva la tête et regarda autour de lui. Est-ce que quelqu'un ressent ça là? Le commandant rit doucement. J'apprécie l'effort, Ben. Mais l'entité fait preuve de prudence. Elle ne se dévoile pas facilement. On ne sait pas si Edvard savait qu'il était infecté. Et s'il le savait, il n'en a rien dit à Emma. Vous oubliez quelque chose, commandant. Intervint Ludwig. Ces symptômes ne sont pas rares. Le froid, l'absence de lumière, l'isolement. Il est normal qu'on développe de la fatigue mentale, de la dépression ou un manque de concentration dans ce genre d'environnement. Je ne dis rien. Je ne savais pas quoi faire, ni même s'il y avait quelque chose à faire. Tout semblait hors de contrôle. On attendait juste, espérant le meilleur, tout en se préparant au pire. Et tandis que cette angoisse sourde se diffusait entre nous, on se regardait les uns les autres, réalisant à quel point la situation était grave. Et le processus biologique? Demanda Ludwig, tentant de rester optimiste. Quand l'hôte est infecté, est-ce que l'entité prend le contrôle de l'esprit? Est-ce qu'elle insère ses propres cellules? Le commandant leva la main pour l'interrompre. On ne sait pas. Quand les autres ont confronté Edvard, son corps a commencé à se transformer. Mais on ne sait pas si c'était ses cellules à lui ou celles de l'entité. Peut-être un mélange. Quand les employés américains ont découvert l'entité, il était trop tard. Ils n'ont pas eu le temps de faire des analyses, ils étaient déjà morts. On ne devrait pas faire quelque chose? Demanda Javier. Je veux dire, cette chose est toujours là-bas. On ne peut pas sortir en pleine tempête, dis-je. Pour autant qu'on sache, elle est toujours enterrée sous une couche de glace et de neige. La tempête passera d'ici demain matin. Ce sera notre première vraie chance d'agir. Merde, la tempête. On devrait y aller maintenant et la tuer. Mieux, on n'a qu'à appeler la compagnie américaine et leur dire de se débrouiller. Contacter le commandement et demander qu'on vienne nous chercher. Ce n'est pas une mauvaise idée. Commenta Ludwig. Ce sont les Américains qui ont découvert cette chose en premier. Ce devrait être à eux d'en assumer la responsabilité, non? Je jetai un regard au commandant. Son visage trahissait l'épuisement. Il avait dans les yeux ce voile d'ivresse douce. Il avait plus envie de dormir que de répondre à des questions. On n'avait pas prévu d'en parler à la compagnie américaine, avouai-je. Et pour l'instant, on ne comptait pas le dire au commandement non plus.
C'est trop dangereux d'impliquer d'autres personnes. Il faut contenir la portée de l'entité, garder la situation isolée du reste du monde. Ludwig leva les bras, exaspéré. C'est n'importe quoi. Tout à fait, Répondit le commandant. mais je suis ouvert aux suggestions. Un silence pesant tomba de nouveau. On se regardait les uns les autres, incertains, effrayés. On s'attendait à rencontrer des problèmes ici. Mais certainement pas ça, Il se fait tard. dit enfin le commandant. On devrait en rester là pour ce soir. Rejoindre nos chambres, essayer de dormir, et on termine ça demain matin. Comment tu veux qu'on dorme après ça? Lança Javier. En verrouillant ta porte, proposai-je. Le commandant hocha la tête, approuvant. Puis il alla au bout du couloir et retira la clé de l'armurerie du crochet mural. Je garde ça sur moi. Si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il me le dise. Sa main vint se poser sur la crosse de son revolver. On trouvera un arrangement, j'en suis sûr. Une fois que tout ça sera terminé, Dit Ludwig. Je me casse d'ici. et je m'assurerai que le commandement soit au courant de tout ça. Ça me va, Répondit le commandant. mais personne ne part tant que ce n'est pas fini. Après cela, nous avons rejoint nos chambres. Personne n'a nettoyé le salon. Ça paraissait inutile, et on avait tous conscience, à ce moment-là, du gouffre qui s'ouvrait entre nous. Devant moi, je vis Javier et Ludwig chuchoter ensemble. J'essayais d'écouter, mais je n'entendais rien avec les bruits de pas et les planches qui craquaient. Je me tournai alors vers Benny pour voir s'il avait quelque chose à dire, mais il m'ignora. Ariana aussi restait silencieuse. Elle récupéra sa Bible sur la table basse et marcha en regardant ses pieds. « Ça va ?» lui demandai-je. Elle haussa les épaules, Est-ce que l'un de nous va vraiment bien? puis elle entra dans sa chambre et ferma la porte derrière elle. Les autres firent de même. J'observais les portes se fermer une à une, écoutant les verrous claquer. Je me retournai et regardai de l'autre côté de la pièce. Le commandant me fit simplement un signe de la main avant de rentrer dans son bureau. Une fois dans ma chambre, je refermai la porte et la verrouillai. C'est alors que les larmes vinrent. Je ne sais pas si c'était à cause des blessures légères subies pendant la bagarre ou à cause de la situation dans son ensemble. Dans tous les cas, je me glissai sous la douche, l'allumai et sanglotais sous la cascade d'eau chaude. Je frottais ma peau sans relâche jusqu'à ce qu'elle prenne une teinte rouge vive. Je n'arrêtais pas de me répéter que je n'étais pas infecté, que personne ne l'était. J'essayais de me remémorer des souvenirs d'avant l'expédition, comme si cela pouvait prouver quoi que ce soit. Ça n'aidait pas. Ça ne me faisait pas me sentir plus en sécurité. Je me demandais ce que mon frère aurait fait, comment il aurait réagi. Le connaissant, il se serait probablement éloigné du groupe. Il aurait appelé le commandement pour demander du renfort, ou serait parti seul vers le poste américain malgré la tempête. Difficile à dire. Il était d'un naturel imprévisible. Il faisait tout ce qu'il pensait nécessaire pour garantir sa survie. Il s'adaptait bien à son environnement. À ce moment-là, j'aurais voulu lui parler. J'aurais voulu parler à n'importe quel membre de ma famille, mais j'avais coupé ce lien en venant ici. J'avais tout laissé derrière, les gens comme les choses, avec cette idée qu'en m'isolant, je trouverais peut-être qui j'étais, que pour une fois, je comprendrais ce que je voulais dans la vie, que si je fuyais le système, si je prenais du recul, tout deviendrait plus clair. Mais au lieu de ça, j'avais juste échangé une routine contre une autre, le tumulte de la ville contre les tempêtes hivernales, un costume et un bureau contre une parka et une cabane, un patron contre un commandant, des chefs de service contre le commandement. Je me mis à rire alors, sous la douche. La clarté vous frappe dans les moments les plus étranges. Je compris que je ne luttais jamais vraiment contre le courant. Je me débattais juste pour m'y couler. Mon incapacité à me conformer n'était pas un acte de résistance ou de rébellion. Je n'ai jamais été assez sophistiqué pour ça. C'était simplement de l'incompétence, teintée d'un brin d'apathie. En sortant de la douche, je pris un pyjama dans la commode, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Il était hors de question que je trouve le sommeil. Je m'habillai donc avec un jean et un sweat gris, et me glissai dans mon lit, le dos contre le mur. Le commandement nous avait fourni un catalogue de vieux films,
mais je n'étais pas d'humeur à regarder quoi que ce soit. Je restais là, dans le noir, à fixer mon reflet dans l'écran noir de la télévision. 1 heure passa, peut-être 2. Je me levai, traversai la chambre et récupérai le disque dur dans la commode. Je le branchai à mon ordinateur et commençai à faire défiler les fichiers d'Emma. Il y avait une série de rapports et d'observations sur les récentes conditions météorologiques en Antarctique. Comparé à son dernier document, il semblait fade, ennuyeux. Des mots sans âme tapés par un automate. Je me demandais si cette dernière entrée n'était pas sa manière à elle d'être créative. Une sorte de libération dans ses derniers instants avant la mort. Une façon de faire subsister son essence même après son départ. Je me mis alors à penser à elle, à qui elle était, ce qu'elle faisait avant de venir s'enterrer ici. Mais je connaissais déjà la réponse. Quiconque acceptait de venir bosser dans ce trou paumé était soit désespéré, soit perdu. Ce n'était pas un boulot qu'on prenait quand tout allait bien dans sa vie. On venait pour le salaire ou pour fuir. Une sorte de vacances, sans ciel bleu ni plage. Un répit dans le chaos de l'existence. J'ouvris un dossier intitulé « Musique » et branchai une paire d'écouteurs. Elle avait une petite sélection de morceaux aléatoires, sûrement ses préférés. Si mon expérience comptait, on n'était pas autorisé à emporter beaucoup d'effets personnels en venant ici. Juste l'essentiel, ce qu'on ne pouvait pas laisser derrière. Le reste était fourni par la compagnie, et si quelque chose nous manquait, on devait en faire la demande auprès du superviseur. Mais moi, je n'avais rien emporté. Ni film, ni livre, ni musique. Juste les fringues sur mon dos. On est forcé à devenir minimaliste quand rien ne vous semble digne d'être emporté. Ni pour sa valeur sentimentale, ni pour sa valeur monétaire. Assise là, à écouter sa musique, je regardais la tempête à travers la fenêtre. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Une mer noire parsemée de rideaux de neige. Un long hurlement du vent cognant contre le bâtiment. Le verre tremblait dans son cadre. C'était paisible malgré tout. Mais cette paix était fausse. Une fabrication de mon esprit. Si je sortais, la tempête m'engloutirait sans hésiter, m'ensevelirait. Non par haine ou par volonté, juste parce que c'est ce qu'elle fait. Je me demandais ce qu'Edvard avait vu quand il était sorti. Peut-être n'avait-il rien vu. Peut-être que ses instincts lui avaient simplement dit de sauver quelqu'un, même si cela devait lui coûter la vie. Est-ce que j'aurais fait pareil? Non. Probablement pas. J'aurais appelé le commandement ou demandé des ordres. J'aurais attendu qu'on me dise quoi faire. J'ai toujours été prompt à admettre la défaite. Dehors, la tempête se calmait un peu. Le vent se taisait, et pour la première fois depuis longtemps, je pus voir le ciel nocturne. Une immensité noire parsemée d'étoiles blanches. Un vortex traversé de traînées vertes et violettes, vibrant, magnifique. En écoutant la musique d'Emma, une chanson posa une question. And will we wither like skin, or will we age like wine? Et allons-nous flétrir comme la peau, ou vieillir comme le vin? Puis, sans prévenir, la tempête reprit. Le vent hurla à nouveau contre la base, griffant les murs avec des ongles de glace. Des grêlons martelèrent la fenêtre. J'étais à l'intérieur, protégé de la tempête, mais je sentais quand même le froid me brûler la peau. Je mis la musique sur pause et retirai mes écouteurs, avec l'intention de prendre une couverture sur le lit. Mais c'est alors qu'un bruit de fracas se fit entendre dans le couloir. Je retins mon souffle. Le bruit se répéta. Un claquement sec. Cette fois, accompagné d'un cri, puis d'un coup de feu. Je bondis de ma chaise et trébuchai dans le noir. Ma main sur la poignée de porte, j'inspirais profondément. Une nouvelle salve de coups de feu éclata. Sans réfléchir, je déverrouillai la porte et l'ouvris d'un coup. Le couloir était dans le noir, mais des éclairs de lumière jaillissaient de la pièce commune. L'odeur de poudre envahit mes narines. Les balles fusaient, perçaient les murs, éclataient les planches de bois, soulevaient des nuages de poussière. Je me baissai et rampais maladroitement au sol. Une main attrapa mon épaule. Je me retournai, prêt à frapper, mais ce n'était qu'Ariana. Ses yeux étaient grands ouverts,
dilatée jusqu'à ne plus avoir d'iris. N'y va pas, Souffla-t-elle. c'est trop dangereux. Elle serrait sa Bible contre sa poitrine comme si elle pouvait la sauver, comme une ancre. Je retirai doucement sa main de mon épaule et la guidai dans ma chambre. « Reste ici, Arrête, dit-elle. ce n'est pas ton combat. Elle avait peut-être raison, mais j'y allais quand même. Je m'avançai à pas feutrés dans le couloir, collé contre le mur comme une ombre. J'arrondis le coin, utilisant la table à manger et le canapé comme couverture, me dirigeant vers l'extrémité opposée de la base. Quelqu'un se leva de derrière la table de billard et tira au fusil à pompe vers le couloir nord. Le bois éclata dans un nuage de fragments. De l'autre côté, le commandant sortit à moitié de son bureau et répliqua avec son revolver. Je continuais à ramper à travers la pièce, reculant à chaque détonation, me répétant que tant que je respirais encore, c'est que le tir ne m'était pas destiné. Et si c'était le cas, alors le tireur avait une très mauvaise visée. Finalement, j'atteignis l'autre couloir. De l'autre côté, adossé au mur, quelqu'un était assis, une main pressée contre son épaule, l'autre pendante, inerte. Un éclair illumina la pièce. Le fusil à pompe avait encore tiré. Je reconnus Javier, affalé au sol, la moitié du corps trempé de sang. Des éclaboussures rouges sur son visage. Nos regards se croisèrent, mais je ne suis pas certaine qu'il me voyait. Et s'il me voyait, son cerveau ne semblait pas en avoir pris conscience. « Commandant !» criai-je dans le couloir. Le tireur se releva de derrière la table de billard. Dans l'ombre, je distinguai le canon du fusil se tourner vers moi. Mais des tirs vinrent du couloir nord, forçant l'assaillant à se remettre à couvert. « Commandant !» hurlai-je encore. Des bruits de pas précipités répondirent. Puis un bruit métallique. Et quelques secondes plus tard, mon fusil glissa le long du couloir jusqu'à moi. Je le saisis et me mis à couvert derrière un fauteuil. Aussitôt, le fusil à pompe tonna à nouveau et le fauteuil recula sous l'impact. Des flocons de rembourrage se dispersèrent dans l'air, pareils à de la neige. Je saisis fermement mon arme, le métal vibrant entre mes mains. Le commandant répliqua et je faillis lâcher mon fusil. Il y eut un déclic, un souffle, et quand le tireur derrière la table de billard se leva de nouveau, il tenait une flamme dans sa main droite. Un instant, son visage fut illuminé par le feu. C'était Ludwig. Son profil droit baignait dans des reflets orange et rouge, l'autre moitié plongée dans l'ombre. Il lança la flamme à travers la pièce. Je vis une bouteille de vodka, remplie de produits chimiques donnant une teinte irisée au liquide, fusée dans le couloir. Elle éclata contre le sol. Un souffle doux, puis l'embrasement. Une lumière vacillante se répandit dans le couloir, croissant lentement avec le temps. Je me levai, la crosse de mon fusil contre l'épaule, et j'appuyai sur la détente. Le canon flamba, vif et aveuglant. L'arme tressauta entre mes bras, mais la peur me maintint ferme. Ludwig recula sous l'impact de la balle, du sang éclaboussant le mur derrière lui. Il hurla de douleur et disparut de ma vue. Des tirs éclatèrent dans mon dos. Les balles sifflaient autour de moi. L'une me frôla la tête. Mes jambes se dérobèrent et je m'effondrai au sol, rampant péniblement de l'autre côté du fauteuil pour me mettre à l'abri, évaluant mes blessures. « Tu respires encore, me dis-je. Tu es toujours en vie. » Je jetai un œil par-dessus le fauteuil. Javier se tordait au sol. Son bras valide était levé, un pistolet pointé dans ma direction. Il cliquetait désespérément sur la gâchette. La glissière était bloquée en arrière. Nos regards se croisèrent de nouveau. Cette fois, je savais qu'il me voyait. Il éjecte le chargeur vide. En réponse, je tirai le levier de culasse de mon fusil, éjectant la douille usée, et replaçai une cartouche. Lui, il galérait avec un nouveau chargeur, ses doigts glissant de sang. Ses gestes étaient accompagnés de gémissements de douleur, son irritation devenant grognement. « Fais pas ça, murmurai-je. Pose-le, Javi. » Mais il refusa. Alors, je lui tirai une balle dans la tête avant qu'il ne réussisse à recharger. Et ensuite je restai là, assise, attendant quoi au juste?
Honnêtement, je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi. Ou rien. Le commandant apparut dans le couloir nord, accroupi, avançant prudemment. Il jeta d'abord un œil à sa gauche, évaluant l'état de Javier, puis se tourna vers moi. Vous connaissez ce dicton, celui où votre vie défile devant vos yeux? Comme l'aurait dit Ludwig, c'est des conneries. Du moins, dans mon expérience, ça l'était. Je n'ai pas vu mes amis ni ma famille. Aucun flot de souvenirs merveilleux ou de beaux moments. À la place, j'ai vu le commandant me fixer, essayant de décider si j'étais une amie ou une ennemie, essayant de décider si je méritais une de ses balles. Mon cœur battait comme une grosse caisse. Une douleur brûlante irradiait du côté de ma tête, et du sang coulait jusque dans mon œil gauche. J'hésitais à l'essuyer, de peur que le commandant réagisse violemment. « T'as été touché. » dit-il enfin, abaissant son revolver. « Toi aussi, » répondis-je. Il y avait une petite déchirure dans sa chemise, à l'endroit où la balle était entrée. Le sang s'en écoulait, épais et sombre, imbibant le tissu. Je n'osais pas imaginer l'état de la sortie de balle. Mais si les voyages de chasse avec mon frère m'avaient appris quelque chose, ce ne serait pas joli à voir. Il rit faiblement. « C'est pas la première fois. » Mais peut-être la dernière, pensai-je. Derrière lui, un mur de flammes rampait le long des murs. Je me relevai et posai mon fusil sur le fauteuil. Puis je partis vers le couloir sud, essuyant le sang de mon visage, tout en criant qu'il fallait des extincteurs. « J'y vais, » répondit la voix de Benny. « Ariana, prends celui dans ta chambre. » Je m'arrêtai au milieu de la pièce, devant la table de billard. Hésitante, je la contournai et tombai sur Ludwig allongé au sol, la main serrée contre sa gorge pour tenter d'arrêter le saignement. Il entr'ouvrit les lèvres pour parler, mais aucun mot ne parvint à sortir à travers le sang. Juste un gargouillis incompréhensible, comme du goudron en ébullition. Pourtant, à travers le chaos, je crus entendre. « Ram, mène-moi à la maison. » Son autre main s'approcha lentement du fusil à pompe à côté de lui. Dans son état, il n'aurait pas pu le soulever, encore moins viser. Mais malgré cela, le commandant s'approcha derrière moi et lui tira une balle dans la tête. Ludwig ne rentrerait jamais chez lui. Il ne reverrait jamais sa famille, ses amis, ni quoi que ce soit d'autre. Et soudain, je réalisais que peut-être, aucun de nous ne le ferait. Le commandant expira, abaissant son revolver. Il me regarda comme s'il voulait dire quelque chose, mais se contenta de secouer la tête. « Commandant ?» demandai-je. « J'ai vraiment foutu un beau bordel, hein ?» Il me tendit son revolver et sortit de sa poche un paquet d'allumettes. Il en prit une, la glissa entre ses lèvres, puis me mit le paquet dans la main. « On est tous infectés. Tous. » dit-il en hochant de nouveau la tête, sûr de son évaluation. « Brûle les corps. Brûle tout. Ne laisse rien. » Puis il se retourna et repartit dans le couloir nord, marchant droit vers les flammes. Je l'appelais, mais il ne voulait pas m'entendre. Derrière moi, Benny et Ariana apparurent de chaque côté. Ils s'arrêtèrent net, incapables de réagir ou de trouver les mots. Eux aussi étaient sous le choc. Au seuil du couloir, le commandant Kimball se retourna vers nous et sourit. « Je suppose que je peux vous laisser gérer la suite, alors, » dit-il. Et sur ces mots, il disparut dans le brasier, englouti par les flammes en quelques secondes. Il n'y eut ni cri, ni supplication, ni hurlement. Aucun son, si ce n'est le crépitement collectif du bois brûlé alors que l'incendie se propageait sur les murs et le sol, consumant lentement la base, sans aucune intention de s'arrêter. Son corps fut réduit en cendres, en fumée et en os calcinés. Benny fit un pas en avant, mais je tendis le bras pour l'arrêter. Nous attendîmes quelques instants encore, laissant le feu accomplir son œuvre. Puis, j'abaissai le bras et hochai la tête. Ils traversèrent la pièce. Benny dirigea le tuyau de l'extincteur vers les flammes et les aspergea d'un mélange blanc mousseux. De son côté, Ariana luttait avec le levier de déclenchement, sans succès. Je mis la boîte d'allumettes dans ma poche et le revolver dans ma ceinture. Je m'approchai d'elle, pris l'extincteur, retirai la goupille et pressai la poignée. Petit à petit, nous étouffâmes les flammes jusqu'à nous retrouver de nouveau plongés dans l'obscurité.
Benny souffla bruyamment et passa une main dans sa tignasse désordonnée. C'est quoi ce putain de bordel? Mets ton équipement et va chercher les clés du cabanon, lui dis-je en rendant l'extincteur à Ariana. Ouvre les fenêtres et active la ventilation pour évacuer la fumée avant qu'elle ne nous tue. Je me rendis dans le vestiaire, récupérai mon manteau, mes bottes et mon pantalon de neige. Une fois habillé, je me rendis à l'infirmerie et attrapai les échantillons de tissu prélevés sur le cadavre d'Edvar, que je plaçai dans la poche de ma veste. Pendant que j'y étais, je rinçai la plaie sur ma tête et la désinfectai, luttant contre l'envie de hurler à cause de la brûlure acide. J'ouvris un paquet de bandages et les enroulai autour de ma tête. Puis je rejoignis Benny à l'entrée. Nous nous aventurâmes dans la tempête, longeant le bâtiment tandis qu'un mur de neige tourbillonnait autour de nous. Dans le cabanon, nous récupérâmes quelques jerrycans d'essence et une poignée de fusées éclairantes. Nous formâmes une flaque d'essence à quelques mètres de la base, puis rentrâmes à l'intérieur pour récupérer les corps. Ariana était encore là où on l'avait laissée, fixant le couloir calciné d'un regard vide. Je lui dis d'enfiler son équipement et d'amener l'extincteur dehors. Elle ne bougea pas. Alors je posai ma main sur son épaule et serrai doucement. Cette fois, elle se tourna vers moi. « Tu les as tués ?» ?»« Habille-toi, répondis-je. Rejoins-nous dehors avec l'extincteur. » Benny et moi transportâmes Javier en silence jusqu'à la sortie principale et déposâmes son corps dans une clairière à environ 5 mètres du bâtiment. L'essence avait fait fondre la neige en une boue grisâtre. « C'est trop !» dit Benny, essuyant la sueur sur son visage rougi. « On est complètement dépassé. » « Je sais, répondis-je, mais on n'a pas vraiment le choix. » Nous retournâmes à l'intérieur. Cette fois, Ariana nous attendait, équipée et prête. Ensemble, Benny et moi soulevâmes Ludwig du sol et le traînâmes à l'extérieur pour le déposer à côté de Javier. Tout autour de nous, le vent hurlait comme une banshee dans la nuit. La neige et la glace tombaient encore à vive allure, mais la tempête semblait faiblir peu à peu, s'éloignant. Debout devant les 2 corps, je demandais « Quelqu'un veut dire quelque chose ?» Ariana y réfléchit un instant, mais finit par secouer la tête. Mis à part Ludwig, c'était probablement la personne la plus qualifiée de notre groupe. Un master par-ci, un doctorat par-là. Je ne me souviens plus des détails, elle n'aimait pas parler de ses études. Je crois que ça la blessait de voir qu'on avait tous fini au même endroit malgré des parcours radicalement différents. Certains ayant tout sacrifié, d'autres s'étant simplement inscrits. Je tournai la tête vers Benny, attendant toujours une réponse. « Vous n'étiez pas de mauvaises personnes, » dit-il d'une voix basse et grave. « Vous aviez juste peur. Moi aussi j'ai peur, tu sais. On l'est tous. » Je retirai le capuchon de la fusée éclairante, la retournai et frottai l'allumeur. Une flamme orange vive jaillit du sommet, nous baignant dans une lumière vacillante et chaleureuse. Le vent arrachait des étincelles, les emportant dans la nuit. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, » dis-je aux morts. « C'est sans doute tout ce qu'on peut espérer de mieux. » Puis, je lançai la fusée entre les corps. La flamme se propagea à travers l'essence et engloutit les cadavres. Je sortis les échantillons de tissu de ma poche, les déposai dans ma main et les jetai dans le brasier. Nous attendîmes aussi longtemps que possible, avant que les flammes ne deviennent incontrôlables. Je fis un signe de tête à Ariana. Elle leva le tuyau de l'extincteur et aspergea le feu. Benny et moi, nous jetions de la neige dessus avec nos bottes. Une fois le tout terminé, il ne restait que des cadavres calcinés. « Je vais faire mes valises, » dit Ariana en retournant vers la base. Benny et moi restâmes là, observant la neige recouvrir lentement Javier et Ludwig. Chaque minute ajoutait une nouvelle couche pour les ensevelir. « On ne va pas s'en sortir, hein ?» demanda Benny. « Je ne sais pas, avouai-je. Probablement pas. » Pour une raison inconnue, il se mit à rire. « J'aurais dû rester en démolition. Au moins c'était fun. » « Si tu aimais ça, pourquoi t'es venu ici ?»« Ça payait mieux. Ça me permettait de voyager, de changer d'air, tu vois. » J'étais prête à accepter cette réponse, mais son regard s'assombrit aussitôt. « En fait, j'étais avec une fille, Gozia. On était ensemble depuis nos 20 ans.
C'était un peu tout ce qu'il me restait de famille après ma mère. Il continua, sans donner de signe de vouloir s'arrêter. Un jour, elle m'a dit qu'elle était enceinte, et je savais pas quoi faire. J'ai pensé à mon propre père, et comment tout ça s'était terminé. Et avant même de m'en rendre compte, j'avais fait mes valises. Je suis allé aussi loin que possible, en espérant peut-être oublier. Mais depuis que je suis ici, c'est la seule chose à laquelle je pense. Je regardais l'horizon où les nuages de la tempête dérivaient lentement dans le ciel du petit matin. Tu lui as reparlé depuis? Non, pas vraiment. J'ai écrit quelques lettres, mais je ne les ai jamais envoyées. Trop de temps est passé, et rien de ce que je dirai ne changera quoi que ce soit. Rien de ce que je ferai ne réparera ça. Cette conversation l'aidait, le distrayait de la mort qui nous entourait. J'étais prête à la prolonger, parce qu'en un sens, ça m'aidait moi aussi. Ça tenait la panique à distance. Mais malgré tout, elle était toujours là, bouillonnante au fond de mon cœur, prête à brûler toute trace de calme. Si tu la revoyais, tu lui dirais quoi? Il fixa les restes squelettiques. Honnêtement, j'en sais rien. Parfois, j'ai juste envie de hurler. Contre moi-même, contre le monde, contre mon père. Et d'autres fois, j'ai juste envie de la prendre dans mes bras. De la sentir contre moi, encore une fois. Tu l'aimes toujours? Je ne l'ai jamais arrêtée. C'est moi que je ne faisais pas confiance. Je ne savais pas si c'était de la sueur ou des larmes qui coulaient sur ses joues, mais je n'en dis rien. On passait des heures au téléphone. Se rappela-t-il. On faisait ce truc débile que font les jeunes couples, où aucun ne veut raccrocher le premier. Généralement, c'était elle qui raccrochait. Et après, je restais là, allongé dans le lit, à regarder le téléphone, en attendant qu'elle rappelle. Même maintenant, je suis toujours là à attendre. Je sais pas pourquoi elle le ferait, mais j'espère encore. Il me regarda. Tu crois que c'est pathétique ? Je crois que ça fait juste de toi un humain. Il ricana. Un sacré humain, hein ? Peut-être que je mérite d'être ici, de mourir ici. En rentrant à la base, on s'arrêta dans la salle commune pour reprendre notre souffle. Aucun de nous ne savait quoi dire. On n'était pas vraiment amis, mais ça faisait 1 an qu'on vivait ensemble, qu'on se côtoyait tous les jours. Dans ce genre de situation, il n'y a pas vraiment de mots à dire. Et maintenant ? Demanda Benny. On devrait appeler le commandement pour qu'ils viennent nous extraire, répondis-je. Il leur faudra un moment pour envoyer un hélico. Ça nous laissera le temps de détruire cette chose, de mettre fin à tout ça. Je croyais que tu disais que moins il y avait de monde impliqué. Je sais. Mais vu l'état de la base, on survivra pas si on reste ici. Si on la détruit d'abord, on éliminera tout risque de contamination supplémentaire. Bien sûr, ça partait du principe qu'aucun de nous n'était déjà infecté. Selon le commandant, on l'était tous. Du moins, il le pensait. Mais si aucun de nous ne l'était vraiment, et si tout ça, c'était seulement dans nos têtes? Bon, prenez tout ce que vous pensez dont on aura besoin, leur dis-je. Je vais contacter le QG, puis on partira. Je me rendis dans mes quartiers pour récupérer le disque dur d'Emma. Il ne m'appartenait même pas, mais c'était tout ce que j'avais. Je le fourrai dans un sac à dos, avec quelques vêtements de rechange, une lampe torche et quelques rations prises dans le garde-manger. Puis j'allai dans la salle des communications, seulement pour découvrir que le système radio avait été réduit en miettes. Des morceaux de plastique jonchaient le sol, et des fils colorés sortèrent de plusieurs appareils. Si Javier avait encore été là, on aurait peut-être pu arranger les choses, mais Benny était l'expert en démolition, et Ariana, notre navigatrice. Aucun de nous ne savait réparer un truc pareil. Je restai un instant dans l'embrasure de la porte, me demandant quand ça avait été détruit et par qui. Ludwig et Javier voulaient rentrer chez eux. Ça n'avait aucun sens qu'ils aient dit fait ça. Peut-être le commandant, mais ce genre d'action ne lui ressemblait pas. Cela dit, il n'était plus tout à fait rationnel avant sa mort prématurée. En revenant dans la salle commune, Benny et Ariana se tournèrent vers moi. Tous deux portèrent la même expression d'épuisement accablé par le stress et l'angoisse. Je ne devais pas avoir meilleure mine. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda Benny. Il tenait le fusil à pompe volé à Ludwig.
Son sac personnel était posé près de la porte, à côté de 2 jerrycans d'essence. Ils vont envoyer un hélico? Je soupirai doucement. La radio est détruite. J'ai pas pu les contacter. Ariana étouffa un sanglot en plaquant sa main contre sa bouche. Des larmes montèrent à ses yeux, prêtes à ruisseler sur ses joues. À côté d'elle, Benny grogna et donna un coup de pied au sol. Putain de merde. C'est grave à quel point? Très grave, répondis-je. Mais peut-être qu'on peut utiliser une des stations de transmission de l'avant-poste américain. De toute façon, on va dans cette direction, C'est à 50 bornes au sud. dit Ariana. Tu crois vraiment qu'on peut y arriver avec cette tempête? Je regardais dehors pour évaluer le temps. La tempête se calme un peu, on devrait pouvoir. Les mots moururent dans ma gorge. Je me tournai vers Benny, le front plissé. Quoi? Demanda-t-il. Les engrenages dans mon esprit s'enclenchèrent. Une angoisse glaçante me serra la poitrine. Ariana, c'est quoi ton nom de famille? Elle se redressa, enlevant sa main de sa bouche. Quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Je vois pas ce que ça... Quel est le rapport? Ton nom de famille. Tu viens de quelle ville? Quelle université tu as fréquenté? Elle balbutia. Je sais pas... L'avant-poste américain est au nord, dis-je d'un ton clinique, malgré la panique qui grondait en moi. Tu aurais dû le savoir. Avant qu'elle ne puisse répondre, si tant est qu'elle comptait le faire. Je sortis le revolver du commandant de ma ceinture et tirai les 3 dernières balles en plein dans sa poitrine. Elle s'effondra en arrière, au sol, et commença à convulser. Je hurlai à Benny de l'asperger d'essence. Il jeta son fusil à pompe sur la table de billard et attrapa l'un des jerrycans. Ses mains gantées tremblaient en luttant avec le bouchon. Il y eut un craquement sec. Le corps d'Ariana se déchira verticalement. Des fragments d'os acérés transpercèrent ses vêtements, les arrachant pour révéler un nid de vrilles noires frémissantes, hérissées de pointes en forme d'épines. Une masse sombre jaillit de sa tête, serpentant lentement autour de son corps. Elle était tissée de filaments rougeoyants et nerveux qui pulsaient comme des câbles électriques à nu. « Benny, allez !» J'essaie, putain. Le corps d'Ariana rebondit sur le sol. Ses membres se disloquèrent violemment dans des angles impossibles, comme les pattes d'une araignée brisée. Sa tête pendait mollement au bout du cou, les yeux révulsés. Benny finit par dévisser le bouchon et leva le bras pour l'asperger, mais il se figea en plein mouvement. Un souffle s'échappa de sa bouche entr'ouverte. Tu te fous de moi? L'une des vrilles noires jaillit, le transperçant de part en part. Elle s'enroula profondément dans son dos, avant de le ramener brutalement vers elle. Le jerrycan tomba de ses mains, glissant sur le sol jusqu'à moi. Je me précipitai pour le saisir, mais m'arrêtai net, me jetant derrière la table de billard tandis qu'une vrille fendait l'air et s'écrasait dans le mur derrière moi. À travers les pieds de la table, je vis la masse noire s'étaler sur Benny, s'enfonçant dans sa bouche grande ouverte, s'enroulant dans sa gorge et l'étouffant dans un gargouillement. Il se débattait frénétiquement, ses bottes raclant le plancher. Ses mains tentaient en vain de repousser la chose, mais ses doigts glissaient à travers elle comme à travers de l'eau. Une autre vrille fendit l'air dans ma direction, tranchant la table en deux. Les boules de billard tombèrent et roulèrent en tous sens, heurtant le sol dans un bruit sec. Je rampai à travers la pièce, saisis le fusil de Ludwig et tirai sur la vrille suivante. Comme un morceau de viande, elle éclata en morceaux et s'écrasa au sol. J'armai de nouveau le fusil, levai le canon et visai le torse d'Ariana. Je tirai. L'explosion la projeta contre le mur. Un mélange de noir et de rouge éclaboussa le plancher. Pendant un court instant, je me demandais si je pouvais encore sauver Benny, si je pouvais le tirer de là. Mais ses cris s'étaient tus, et son corps était désormais immobile. Il était déjà mort. Alors, je laissai tomber le fusil et attrapai le jerrycan. En quelques gestes, je les aspergeai d'essence, puis me reculai, esquivant une autre vrille qui tenta de m'atteindre. Je sortis la boîte d'allumettes de ma poche et en pris une. Je frottai le bout rouge contre le grattoir, allumant une petite flamme vacillante. Je la lançai à travers la pièce. Ariana et Benny s'enflammèrent. Un long hurlement creux jaillit de la gueule béante d'Ariana. La créature fouetta ses vrilles dans toutes les directions, perçant murs et plafonds,
éventrant les planches du sol. Elle essayait, et échouait, de me tuer avant de mourir. Alors que les secondes passaient et que la créature se consumait, elle comprit l'inutilité de ses efforts, et une lueur d'instinct de survie l'envahit. Elle s'échappa, rampant à travers la pièce sur ses membres déformés, un cliquetis d'os brisés résonnant derrière elle. Horrifié, je la vis défoncer la porte d'entrée et plonger dans la tempête. Je repris le fusil et la suivis, ramassant au passage l'extincteur de Benny. Dehors, la créature gisait dans la neige. Son corps devenait friable, des lambeaux de cendres s'envolant dans le vent. Une partie d'elle continuait à ramper dans la neige, gémissant faiblement comme si elle appelait à l'aide. Un geste vint. Elle se réduisit en cendres et s'effondra, la flamme s'élevant de son dos vacillant au gré de la brise. Il ne restait plus que moi et le vent. Des flocons de neige flottaient dans les airs, se posant sur les corps d'Ariana, Benny, Ludwig et Javier, formant peu à peu des monticules poudreux que le froid gèlerait d'ici la nuit, si ce n'était déjà fait. J'éteignis ce qu'il restait du feu sur Ariana et retournai à l'intérieur. Avec la porte arrachée de ses gonds et en morceaux, il n'y avait plus grand espoir de conserver la chaleur ou de se protéger du froid. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que le complexe ne cède aux intempéries. Je me déplaçai rapidement dans le complexe, récupérant mes affaires et mes provisions près de la porte d'entrée. Je ne pris même pas la peine d'éteindre les petites traînées de flammes qui subsistaient dans la salle commune. Soit elles grandiraient et consumeraient en la base, soit elles s'éteindraient contre le vent. Dans tous les cas, cela n'avait plus d'importance et je n'avais pas le temps de m'en soucier. En fouillant dans le sac de Benny, je trouvai plusieurs barres de céréales et des bouteilles d'eau. Il y avait aussi des cartouches de fusil, des fusées éclairantes et un pistolet lance-fusée. Je pris ce que je pouvais, fourrant le tout dans mon sac avec mes propres affaires. Le pistolet lance-fusée, je le déposai sur une table basse à proximité, voulant le garder à portée de main pour signaler l'équipe de secours, une fois l'appel lancé. Ensuite, je fouillai les affaires d'Ariana, mais sans surprise. Elle n'avait rien emballé d'autre que sa Bible. « Pourquoi détruire la radio ?» me demandai-je. « Qu'est-ce que ça t'apporte ?» Je repris mon fusil, le passai sur mon épaule et mis le sac sur l'autre. Je jetai un dernier regard à l'intérieur de la base, observant la fumée et les flammes s'élever. C'était fini. La dernière fois que je verrai cet endroit. La dernière fois que je poserai le pied ici. Le sentiment était un mélange d'euphorie et de terreur, comme le dernier jour d'école. Savoir qu'on est débarrassé des devoirs, du professeur, des autres élèves, mais aussi n'avoir aucune idée de ce que l'avenir nous réserve, si tant est qu'il nous réserve quelque chose. Je me tournai vers la porte, mais quelque chose d'autre était déjà en train d'entrer. Cela mesurait presque 2,50 m, courbé contre le plafond. Une silhouette maigre aux membres filiformes, marchant debout sur deux jambes, mais avec des mouvements maladroits, comme si cette posture était une acquisition récente dont la créature n'avait pas encore totalement le contrôle. Bien que cette entité soit fondamentalement étrangère, son corps était en train de se transformer lentement, prenant peu à peu l'apparence humaine. Des côtes saillantes, des épaules anguleuses. Sa chair bleue marbrée virait aux pêches, à la carnation humaine. Ses pieds, initialement recourbés comme des ergots d'oiseaux, commençaient à s'aplatir. Même sa tête, une plaque osseuse plate entourée de vrilles en forme de branches, se compressait, adoptant des traits plus humains, semblables à un crâne, à ceci près que deux cornes jaillissèrent de son crâne, comme une couronne déchiquetée. Elle fit un pas maladroit vers moi. Instinctivement, je reculai. Ce geste sembla l'intriguer. Elle se pencha davantage, inclinant la tête, alors qu'une multitude de petits yeux noirs et brillants s'illuminaient d'un orange flamboyant, émettant de petites volutes comme de la fumée. La créature avança prudemment, presque méthodiquement, tandis qu'un liquide noir visqueux suintait de nombreux orifices, répartis sur son corps. Cela semblait inoffensif, une sécrétion organique sans but évident. Mais malgré tout, je me gardais bien de m'en approcher. Elle se figea lorsque je tendis la main vers mon fusil, et alors que je le retirai de mon épaule, elle imita le geste. Je levai le canon, visant la tête. Elle incline également son corps,
comme si elle tenait elle aussi une arme invisible pointée sur moi. Je me souvins du rapport d'Emma, tous les efforts qu'elle avait déployés pour combattre l'entité, à l'intérieur d'elle-même et de son ami. Quelque chose me disait qu'une seule balle ne suffirait pas, qu'elle ne ferait que briser l'illusion et provoquerait une riposte. Tant que je ne pensais pas à une meilleure solution, je devais la calmer. Alors, je commençai à baisser mon arme. En réponse, elle fit de même. Je déposai mon fusil au sol. Elle abandonna, elle aussi, son arme inexistante. « Tu peux parler ?» demandai-je. « Tu me comprends ?» Son corps se mouvait avec la grâce fluide d'une ballerine. Chaque geste, chaque mouvement était mesuré, précis. L'entité émit une série de trilles qui résonnèrent dans l'air, se transformant lentement en un anglais compréhensible, une imitation composée de plusieurs voix, parlant à l'unisson. « Qui suis-je pour toi ?» demanda-t-elle. Des frissons me parcoururent l'échine. « Tu n'es personne. » Et pourtant, je peux être tout le monde. Elle incline la tête, m'observant. J'ai été celui qu'on appelait Edvard. J'ai été, un temps, Emma. Je peux être toi. Pour appuyer ses propos, la créature se transforma en une réplique de moi-même. Mes épaules tombantes, mes bras maigres, mon torse. Je peux être n'importe qui. Non, répondis-je. Pas vraiment. Ce n'est qu'une imitation, une pâle copie. J'expirai lentement. Tu n'es qu'un parasite qui prétend être humain. Et toi, tu ne l'es pas. Je ne sus quoi répondre, mais je n'en eus pas besoin. Je pourrais apporter la paix à cette espèce, tous les organismes vivants unis en un seul. Ce ne serait pas difficile. Par manipulation, répliquai-je, en prenant le contrôle de nos esprits, en t'insinuant dans nos pensées et nos sentiments. Mais ce serait tout de même la paix. Mais au prix de ce qui fait de nous des humains, nous ne serions qu'une partie de toi, et toi, qu'un ersatz de nous. N'est-ce pas un prix acceptable? Être uni vaut mieux que mourir seul. Je suppose que cela dépend de qui tu demandes. Je te le demande. Je ne me sentais pas apte à représenter toute l'humanité. Pourtant, à cet instant, elle m'avait fait ambassadeur de l'espèce. Mais ce n'était pas une discussion qui se finirait sur un compromis. C'était une question de temps avant que l'un de nous attaque, avant qu'un seul mot ne déclenche la violence. Je me demandais ce qui la retenait, ce qu'elle attendait. Puis je compris. Elle n'attendait pas vraiment. Bien qu'intelligente, peut-être même plus que moi, elle était encore en train d'apprendre, d'adapter son comportement. Elle se familiarisait avec la situation, avec son environnement. Elle cherchait encore un équilibre avant de passer à l'action. Et je me demandais combien de temps il lui faudrait avant de se sentir prête. Doucement, je tendis la main vers le revolver du commandant. L'entité fit de même, imitant mon geste et saisissant la réplique la plus proche. Le pistolet lance-fusée de Benny. Je pointai le canon vers sa poitrine. Elle pointa le sien vers moi. « Si tu as été Edvard, et Emma, et Ariana, dis-je, alors qui es-tu maintenant ?»« Maintenant, dit-elle, je suis moi, entièrement, uniquement moi. J'étais là, dans la glace, j'étais là, dans la tempête. Mais maintenant, je suis ici, je me tiens devant toi, dernier lien avec le monde extérieur. » Elle commença à rapetisser. « Je deviens Nolan. Je reconnais la peur dans nos yeux. Je reconnais la panique dans notre esprit. Je reconnais le désespoir de notre situation. Pourtant, je ne comprends pas ce désespoir. Je ne nous comprends pas entièrement. » « J'ai peur parce que je suis incertain, » répondis-je, baissant le revolver. « Je panique parce que je ne sais pas. Je suis désespéré parce que l'avenir est flou. »« Est-ce cela qui nous effraie ?» demanda-t-elle. « L'inconnu? Est-ce cela qui ronge nos pensées? » Tout le monde a peur de l'inconnu. Mais ce qui me terrifie, c'est la suggestion. La suggestion. La conformité. L'unité.
L'obéissance, répliquai-je. L'harmonie, Répondit-elle. une entité collective. Une entité née de la contrainte. Des flocons forcés de former une seule boule de neige. Ce n'est pas la paix, pas vraiment. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. Récita-t-elle d'une voix étrangement semblable à celle d'Ariana. Puis, sa voix devint grave, celle d'un vieil homme. L'humanité est et restera inapte à se délivrer elle-même. Tu parles de l'humanité, mais que sais-tu d'elle ? Demandai-je. Sais-tu ce qu'est l'herbe ? As-tu déjà vu une fleur ? Elle se tut, inclinant une fois de plus la tête, pensive. En réponse, je levai ma main droite et appuyai le revolver contre ma tempe. L'entité fit de même avec le pistolet lance-fusée. Je me décalai latéralement, marchant vers la porte. L'entité m'accompagna, nous croisant au centre avant de continuer chacune de notre côté. Moi, contre l'embrasure ouverte de la porte, les vents hurlant dans mon dos. Elle, contre le mur opposé, sa silhouette en contre-jour, devant les flammes grandissantes. Souffrir, c'est être humain. Dit-elle d'une voix douce et mélancolique que je ne reconnus pas. Sans douleur, tout devient illusoire. C'est déjà une illusion, répondis-je. Un mensonge qu'on se répète encore et encore, parce que sans lui, il ne reste rien. Nous ne sommes rien. Rien. Acquiesça-t-elle. Nous ne sommes rien. J'appuyai sur la détente du revolver. Le chien claqua à vide, heurtant un barillet vide. L'entité appuya à son tour sur la gâchette du pistolet lance-fusée, enveloppant son buste d'une flamme phosphorescente éclatante. Des teintes de rouge et d'orange pulsaient dans l'obscurité, projetant des ombres affolées tout autour de nous. En quelques secondes à peine, l'intégralité de la créature fut engloutie par les flammes, sa chair se détachant en cendres avant même de pouvoir atteindre le sol. La substance noire qui orbitait autour d'elle grésilla et se consuma. Il n'y eut ni cri, ni pleurs, ni supplication. Aucune trace de douleur ou de peur. Sans le feu ni le vent, la pièce aurait été plongée dans un silence total. Je reculai lentement, me retirant dehors, dans la tempête. Cette fois, la créature me suivit, avançant lentement vers moi alors que son corps encore tangible fumait et se consumait. À chaque pas, elle laissait derrière elle des traînées de flammes qui dansaient et se reliaient entre elles jusqu'à former un vaste brasier. Quelques pas plus tard, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les flocons fondant avant même de toucher ses épaules. Le vent arrachait les flammes, projetant de fines traînées incandescentes dans l'obscurité. J'étais piégé dans la glace, enseveli sous la neige, dit-elle. J'étais perdu dans la tempête. J'ai marché à travers le froid. J'ai vu à travers les yeux des autres, et leurs pensées se sont entremêlées aux miennes. Elle leva la tête vers le ciel. J'ai navigué à travers les profondeurs infinies de l'espace, témoin de choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Murmura-t-elle. Des comètes traversant le cosmos, des étoiles s'effondrant et brillant dans les ténèbres, des nébuleuses tourbillonnantes au milieu d'un océan noir, des planètes en feu à la surface de lave fondue. Elle baissa la tête pour me regarder. Et maintenant, réduite à des cendres dans le vent. Tombant à genoux, l'entité finit par succomber aux flammes qui se répandirent dans la cabine, atteignant les bidons d'essence dans le coin de la pièce. Ils explosèrent, l'engloutissant entièrement et me projetant dans les ténèbres. Je retombai dans une congère, le visage brûlant et les vêtements parsemés de flammes. Par réflexe, je roulai dans la neige, les étouffant avant qu'elles ne me dévorent à mon tour. Il fallut plusieurs minutes avant que je ne trouve la force de me relever, titubant dans la bourrasque. Pas après pas, je parcourus la courte distance jusqu'au hangar et grimpai dans le snowcat. Je lançai le moteur, allumai les phares et les essuie-glaces, puis pris la route vers le nord. Cela me sembla durer des heures, mais j'atteignis finalement l'autre poste. Je trouvai la cabane d'Emma. Une fois devant, je descendis du chasse-neige et me dirigeai vers la porte d'entrée.
J'entrai, puis refermai derrière moi. J'allumai sa station et ajustai la radio, appelant le commandement pour une extraction d'urgence. Je leur annonçai qu'une infection avait ravagé notre camp et que la base n'existait plus. Après avoir confirmé la réception de mon appel de détresse, ils acceptèrent d'envoyer un hélicoptère à mes coordonnées. Ensuite, je retirai mon équipement, pris une douche et réintégrai le système. En attendant les secours, je connectai le disque dur d'Emma à l'ordinateur et ouvris sa bibliothèque musicale, lançant la lecture à partir du premier morceau. Craignant d'oublier ces instants, ou qu'ils ne soient déformés avec le temps, je créai un nouveau document et me mis à écrire. Et maintenant je suis là, assis avec mon récit terminé, attendant l'arrivée de l'hélicoptère. La playlist d'Emma est terminée, la tempête s'est dissipée, et pour une fois, le monde est silencieux.